Bonjour les amateurs d'électronique. Mon collègue qui restaure des voitures anciennes m'a rapporté ce boîtier d'allumage Bosch qui date des années 70. Il s'agit d'un système d'allumage qui était monté sur des voitures de type NSU Euro 80 à moteur rotatif ou même sur certaines Porsche. Il me l'a apporté parce qu'il ne fonctionne plus ou du moins de manière intermittente. Il existe peu de documentation sur ce type d'appareil et Bosch est très avare d'informations. J'ai quand même pu trouver quelques informations importantes concernant le branchement et le principe de fonctionnement. Pour le reste, j'ai dû me débrouiller. Concernant sa fonction, ce boîtier vient se placer entre le rupteur et la bobine d'allumage afin de mieux contrôler l'énergie de l'étincelle produite par la bougie. Le boîtier est en aluminium et fermé par ce couvercle équipé d'un joint pour le rendre étanche. À l'avant, il comporte un connecteur à 8 broches qu'on voit ici qui sert de liaison avec le reste du faisceau électrique de la voiture. À l'intérieur, on trouve deux cartes électroniques. La première que voici, que j'ai démontée en prenant soin de repérer les fils, vous voyez, et que je vais nommer carte auxiliaire. Elle sert à mesurer la fréquence des impulsions d'allumage et générer un signal analogique qui va servir à mesurer la vitesse de rotation du moteur. Les dernières générations de boîtiers produits n'étaient plus équipées de cette carte, ces signaux étant traités ailleurs dans la voiture. Je n'ai donc pas essayé de comprendre son fonctionnement, le système d'allumage fonctionnant parfaitement sans cette partie. Alors, la deuxième carte ci-contre met en forme et amplifie le signal provenant du rupteur. Elle alimente directement le côté primaire de la bobine haute tension. Je vous ai préparé un schéma de principe intégrant les différents éléments qui composent ce type d'allumage. On y trouve le boîtier électronique dans sa version réelle ici, la bobine d'allumage, le distributeur d'allumage avec en partie basse le rupteur, là où les bougies, selon le cas, j'en ai représenté qu'une sur le schéma, l'interrupteur de mise sous tension qu'on appelle généralement contact, un fusible ainsi que la batterie. Comme évoqué précédemment, je vais me concentrer uniquement sur la partie allumage. La partie carte auxiliaire qui gère l'alarme acoustique, le clapet électromagnétique et le signal qui va vers le contour ne sera pas traitée dans cette session. Pour finir, les broches du bornier sont repérées de 1 à 8. La borne 1 se trouve en haut à gauche et la borne 8 se trouve en bas à droite. Ceci avec le connecteur face à vous et l'ouverture d'accès aux cartes tournée vers le haut. Ne zappez pas cette partie, elle est très importante. Elle concerne la sécurité. Avant de démarrer la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la manipulation, je souhaite attirer votre attention sur les points suivants. Ne manipulez pas ce système si vous n'êtes pas du métier. Je vous ai agrandi le pictogramme qui se trouve sur le boîtier. Deuxièmement, avant toute manipulation, coupez l'alimentation électrique, ne touchez aucune borne sans avoir vérifié qu'il n'y ait plus de tension. Des tensions de l'ordre de 200 à 300 volts peuvent être présentes sur certaines bornes. Troisièmement, ne jamais faire fonctionner le système sans bougie connectée sur la bobine, cela peut la détériorer. Quatrièmement, comme tout système d'allumage pour moteur à explosion, il produit des tensions de quelques kilovolts sur la partie haute tension de la bobine. Il faut donc manipuler l'ensemble avec précaution et avec des accessoires appropriés. Ceci étant dit, on peut continuer la session. Pour démarrer le test, on va utiliser un schéma simplifié comme indiqué ci-dessous. Pour cela, il nous faudra les éléments suivants. Une bobine d'origine, RAW 80,
N'en utilisez pas une autre, vous risquez d'endommager le boîtier électronique. Un condensateur de filtrage à mettre en parallèle sur la sortie de l'alimentation, qui a une capacité de 10 000 microfarads environ, une tension de service de 65 ou 100 volts. Si vous n'avez pas ce type de condensateur, vous pouvez coupler plusieurs condensateurs en parallèle pour arriver à cette valeur. Il faut le boîtier en lui-même. Il faut une alimentation stabilisée, pouvant fournir de l'ordre de 3 ampères et équipée de préférence d'une limitation de courant. Il faut aussi un interrupteur pour simuler le rupteur, une bougie standard, voilà, ainsi qu'un câble haute tension qui reliera la bobine à la bougie. Voilà l'ensemble câblé selon le schéma précédent. On y retrouve à gauche, ici, l'alimentation, les deux appareils de mesure courant et tension, le condensateur de filtrage branché en parallèle sur l'alimentation, le boîtier électronique d'allumage, l'interrupteur permettant de simuler le rupteur, la bobine haute tension, la bougie, ainsi que le câble reliant les deux. Pour finir, j'ai utilisé des cosses de type Faston, que voici, pour faire les branchements sur le connecteur. Ça permet d'éviter les courts-circuits entre les fils et un montage et démontage facile. Avant de connecter l'alimentation stabilisée au circuit, réglez bien sa tension à 13 volts, ainsi que la limitation de courant à 2 ampères environ. Veillez à mettre l'interrupteur de simulation rupteur sur off ou ouvert. Mettre l'ensemble sous tension. Au démarrage, le condensateur complémentaire va provoquer une petite pointe de courant, mais qui doit disparaître rapidement. Ne pas mettre un calibre trop petit sur l'ampèremètre, ça risque de l'abîmer. Le courant au repos du boîtier est de l'ordre de 16 à 20 mA, voire 25 mA. Si vous avez beaucoup plus de courant, voire 500 mA ou 1 ampère, c'est que le boîtier a un problème et il ne faut pas continuer le test. Dans le cas où la valeur du courant reste dans la fourchette indiquée, fermez l'interrupteur rupteur. Le courant absorbé par le boîtier passe alors à environ 130 mA. Entre 120 et 150, c'est bon aussi. Si les valeurs de courant ci-dessus sont respectées, vous pouvez alors actionner l'interrupteur. Une étincelle doit se produire sur la bougie à l'ouverture de celui-ci et uniquement à l'ouverture. Il ne doit pas y avoir d'étincelle à la fermeture du contact. Je vais vous faire la démonstration. J'ouvre, on entend l'étincelle. On la voit peut-être. Voilà, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Voilà, j'ai diminué la luminosité. Je me suis rapproché avec la caméra de la bougie et je vais actionner, voilà, l'interrupteur et on voit que l'étincelle jaillit à chaque action sur l'interrupteur. Et plus je vais vite et plus la fréquence de l'étincelle augmente. Voilà, on voit que le boîtier a l'air de bien fonctionner. L'étape précédente permettait de vérifier le fonctionnement du boîtier sans trop d'équipements sophistiqués. Par contre, si on veut augmenter la fréquence des impulsions d'allumage, il faut accélérer la fréquence de commande du rupteur. Ceci n'étant plus possible manuellement, bien sûr. Je vous propose donc de modifier le schéma précédent comme indiqué ci-contre, en remplaçant l'interrupteur manuel par un transistor qu'on va appeler T1.
Ce transistor sera commandé par un générateur de fréquence, que voici. Le choix de ce transistor n'est pas critique. Le courant commuté est de l'ordre de 150 mA à 300 Hz. Il faut régler le générateur afin qu'il puisse fournir un signal carré dans une plage de fréquence de 5 à 300 Hz environ, avec une amplitude de tension qui va de 0 à plus 13 volts. Un oscilloscope numérique à 2 voies me permettra de visualiser les signaux d'entrée et de sortie du boîtier électronique. J'ai enlevé les deux appareils de mesure pour ne pas trop encombrer la manip. Voilà, le câblage a été modifié. Voilà, j'ai remplacé le petit interrupteur par ce transistor qui lui sera commandé par le générateur de fréquence que voici, et on visualisera les signaux avec l'oscilloscope que voici. Petite recommandation, la tension de sortie sur le boîtier électronique pouvant atteindre des valeurs de 0 à moins 200 volts, il est absolument nécessaire de prendre des sondes par 100 pour visualiser le signal et non des sondes par 1 ou par 10. J'ai mis l'ensemble sous tension. Le signal du haut est celui qui provient du générateur de fréquence et qui est relié à la base du transistor T1. Le signal du bas provient du collecteur de ce même transistor. Il est aussi relié à la bande 7 du boîtier électronique. Ce signal est vraiment l'équivalent de la tension présente à la sortie du rupteur mécanique sur une voiture. En agissant sur la fréquence de commande, on voit changer la fréquence du signal sur l'oscilloscope. Voilà. Voilà. En bruit de fond, on entend bien les étincelles de la bougie changer de fréquence en fonction de la commande du générateur de fréquence. Dans cette étape, on va s'intéresser à la tension de sortie présente sur la bande 1 du boîtier électronique et qui alimente le primaire de la bobine haute tension. Pour cela, j'ai synchronisé l'oscilloscope sur le signal provenant du collecteur T1, que voici, et fixé la fréquence de commande à 100 Hz. Ceci va me permettre de voir le pic de tension qui est à l'origine de l'étincelle produite par la bougie. L'amplitude de ce pic de tension est de l'ordre de 0 à moins 200 voire moins 250 volts et doit durer de l'ordre de 15 à 20 microsecondes. Sur cet écran, on confirme bien que le pic de tension qui est à l'origine de l'étincelle se produit au blocage du transistor T1 et donc à l'ouverture du rupteur mécanique dans la vraie vie. Pour en finir avec les manips, si les signaux sur l'oscilloscope sont conformes aux valeurs précédemment observées, on peut faire varier la fréquence de commande de 5 à 250 Hz et observer les étincelles produites par la bougie. Alors là, on démarre par une fréquence lente, ce qui correspond à une vitesse de rotation faible pour un moteur à explosion. Puis je vais aller vers une fréquence plus rapide. Voilà, qui est de l'ordre de 200 Hz. Cette fréquence correspond à une vitesse de rotation de 6000 tours minute pour un moteur à explosion à 4 cylindres. Je reviens en arrière un peu.
Alors ce dispositif, somme toute assez simple, permet de tester en partie le boîtier électronique et ses composants annexes sur une table de travail. Ce qui est quand même plus agréable que de travailler sous le capot d'une voiture. Pour finir, quelques informations sur les pannes possibles sur ce type de boîtier. Alors sur le boîtier que j'ai eu entre les mains, tous les composants étaient bons. Il y avait juste une mauvaise soudure ou une soudure froide sur la carte électronique. Apparemment, ça arrive assez souvent. La deuxième cause, c'est ce condensateur qui vieillit et qui n'a plus la bonne valeur, ou qui est coupé, ou qui est en court-circuit. On peut le remplacer par des condensateurs de la famille MKP ou MKS avec des tensions de service de minimum 630 volts. La troisième cause, c'est cette diode Zener. Je vais agrandir un peu l'image. Voilà. Elle est en parallèle sur l'entrée de l'alimentation, donc elle peut être en court-circuit. Elle protège normalement l'entrée d'alimentation contre les surtensions. Donc si elle est en court-circuit, le courant d'alimentation peut partir à fond, d'où l'importance d'une alimentation stabilisée avec limitation de courant. Voilà, je vous ai donné les informations dont je dispose actuellement. Merci de votre écoute et à une prochaine session. N'oubliez pas de vous abonner et j'espère que cette session vous a intéressé.